Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias. Il est 14h33, le moment d'accueillir votre deuxième invité, Thomas Elexhauser, secrétaire général des centristes et maire dans l'Eure. Bonjour. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu. On va commencer évidemment par les répercussions de l'affaire Liana et cette conférence de presse tenue par le garde des Sceaux ce matin à l'issue d'une réunion avec les procureurs généraux. Écoutez le ministre de la Justice qui a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les éventuels dysfonctionnements dans cette affaire. J'attendrai le résultat de cette inspection dans 15 jours, qui concerne évidemment aussi la gendarmerie nationale et l'éducation nationale, pour éventuellement communiquer devant vous sur les sanctions éventuelles que je prendrai dans ce que nous pouvons considérer comme étant un terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice, bien évidemment. D'abord, je leur ai donc dit qu'il fallait savoir, reconnaître lorsque nous commettons des erreurs, des fautes qui entraînent le drame que nous connaissons. Par respect de la famille, bien évidemment, mais par respect de tous les Français, surtout par respect de la justice. Et l'idée qu'on se fait de la confiance qui doit exister entre notre population, notre peuple, et la justice qui rend des décisions en fonction et au nom du peuple français. Erreur, faute, défaillance, Thomas Elexhauser, c'est un scandale d'État, ce qui s'est passé, un énième scandale d'État, parce que c'est pas la première affaire, on pourrait citer Elias, on pourrait aussi citer l'affaire Laetitia Perret et d'autres noms. Agathe, Angélique, Jessica. Non, l'heure est vraiment très grave, il s'agit d'une faute de l'État, et pour moi un effondrement de la chaîne de la justice et des missions premières de l'État qui ne sont pas pourvues. Et alors, s'il y a faute de l'État, qui est responsable, qui doit payer ? Déjà, il y a une partie du pouvoir en place qui, depuis 10 ans, n'a pas su mener les réformes nécessaires sur les priorités d'action de l'État et de la France. On nous a inventé de nouveaux organismes, de nouvelles normes, sans jamais se poser sur les priorités que sont la justice, la sécurité de nos compatriotes. Mais vous faites partie du bloc central, non ? Normalement, vous avez soutenu. Non, jamais moi. Jamais moi. Avec le nouveau centre Hervé Morin, nous n'avons jamais adhéré au bloc central ni à la majorité présidentielle qu'on a combattue à chaque élection, moi-même aux législatives et à chacune des 2 élections présidentielles en soutenant LR à chacune des campagnes. Mais LR aussi, ils ont gouverné. Bruno Retailleau, il a été au pouvoir. Oui, mais pas dans une majorité. Parce que là, vous semblez marquer une distance, mais que ce soit Michel Barnier, que ce soit Bruno Retailleau, il y a eu des maires de LR, justement. Pour ma part, on n'a jamais siégé au gouvernement, et dans un gouvernement de majorité absolue, on ne s'est reconnu dans aucune de ces forces. Oui, des gens qu'on a soutenus, avec qui on est en alliance politique. Mais c'est pas Bruno Retailleau à qui on peut incomber la responsabilité de l'échec de la chaîne pénale. Il a été ministre quelques mois. Je pense qu'il y a des responsabilités. La réforme de la justice, elle incombe davantage à un ministre comme Gérald Darmanin, qui a été ministre du budget, des comptes publics et de là où l'argent est dirigé, qui a été ministre de l'Intérieur et qui aujourd'hui est ministre de la Justice. Je ne dis pas que c'est sa responsabilité à lui, mais aujourd'hui on est face à un système où on crie à la justice de manque de moyens, de manque d'hommes, et de l'autre côté on a des administrations et des agences qui regorgent d'effectifs. Donc la priorité, c'est à l'État de remettre de l'ordre dans ses compétences premières, la justice, l'immigration et la sécurité. Et aujourd'hui, ce que l'on voit et ce drame absolu que l'on vit, c'est une absence de méthode, de travail. Donc ça veut dire démission de Gérald Darmanin, vous appelez à sa démission ? Ou celle de Laurent Nunez d'ailleurs ? Je ne sais pas si la démission du ministre aurait un impact, si ce n'est créer un électrochoc. Après, s'il venait à annoncer sa démission pour créer un électrochoc, une démission collective qui serait de dire nous avons collectivement fauté, nous n'avons pas su mettre, malgré des milliards supplémentaires, une organisation sur la justice française, pourquoi pas ? Mais ça devrait porter une mission globale, collective et pas seulement un mouvement personnel. Mais aujourd'hui, les dysfonctionnements qu'on voit dans cette affaire sont au XXIe siècle totalement aberrants. On parle d'absence de communication numérique entre les juridictions. On parle de courrier papier qui serait transmis pour signaler des faits où il y a des preuves matérielles physiques
d'attouchement extrêmement grave. Sur la personne qui est ciblée aujourd'hui, l'éventuel responsable de ce drame, il a été mis en cause pour viol avec des preuves matérielles et physiques. Et c'est une lettre envoyée au parquet de la juridiction là où il avait déménagé. Donc je trouve ça aberrant, et d'ailleurs j'en fais la proposition avec David Lisnard que je soutiens dans cette période, à la fois que l'on revoie les délais d'instruction et d'enquête, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs mois sans que la personne ne soit auditionnée, et enfin que l'on mette en place des plateformes modernes, intelligentes, de partage de données entre les juridictions, avec des dossiers numériques sur les victimes. Quand je lis dans les journaux qu'il y a une lettre qui a été envoyée d'une juridiction à une autre, mais où sommes-nous en 2026 quand il y a des faits si graves ? Thomas Elexhauser, est-ce que c'est pas aussi une question de responsabilité ? Par responsabilité, ça veut dire des sanctions quand il y a lieu d'y avoir des sanctions. On apprend dans le Figaro ce matin qu'il y a eu en 10 ans 53 sanctions contre des magistrats prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'on a affaire à des magistrats, des juges qui finalement ne sont jamais sanctionnés quand il y a par exemple une faute, une erreur, alors que c'est le cas dans d'autres métiers ? Il faut bien évidemment assumer les responsabilités et le manque parfois de responsabilité dans ces affaires-là, et pas dans 6 mois, pas dans 1 an, sous le couvert d'un petit communiqué de presse du ministère de la Justice, mais que ça ait une temporalité rapide. Quand il y a un meurtre, quand il y a un crime, on sait en 1 semaine, en 2 semaines, parfois trouver le coupable, trouver les motifs, trouver les raisons qui les ont amenés à commettre un crime. Là, il doit y avoir à nouveau une temporalité rapide sur savoir qui sont les responsables, pourquoi cette affaire n'a pas été prise au sérieux. Il y a eu une victime de viol qui a porté plainte contre la personne, et la personne, pendant des mois et des mois et des mois, n'a jamais été entendue, ni reçue, mais donc, ni mis en une garde fois, à vue. est-ce qu'il faut, alors l'enquête évidemment, il faut des sanctions, mais bien il faut évidemment, des sanctions rapides, avec une enquête de l'inspection générale qui soit extrêmement rapide et qu'on trouve sous les 10 jours qui est fautif dans cette affaire, et que ces personnes prennent les responsabilités du gendarme qui n'a pas suffisamment pris la hauteur des signalements, de la plainte déposée, ou de la partie judiciaire qui n'ont pas instruit ce dossier dans les temps. Le président de l'Union syndicale des magistrats, Ludovic Fria, a pris la parole. Il a écrit une lettre en fait au ministère de la Justice. C'est assez rare qu'il le fasse. Et il dit: mais la France compte 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne et a par ailleurs enregistré une hausse exponentielle ces dernières années du nombre de procédures de violences sexistes et sexuelles contre les mineurs ou non. Manque de moyens. Et il rejette évidemment sur les moyens, sur les politiques. Il faut que l'État se concentre sur ses missions. Qu'elle arrête de lancer des campagnes sur le recyclage des produits, des vêtements liés à l'économie sociale et solidaire. Il y a des associations qui font ça, ils le font très bien, mais qu'ils se mettent et qu'ils mettent tous les moyens sur la justice, sur l'ordre, sur la sécurité, sur la gestion des flux migratoires, sur la gestion des multirécidivistes, sur la gestion des personnes qui ont binationalité, et qu'on se pose sur les vrais sujets. Aujourd'hui, on a 43 ou 44 ministres, il y a la moitié des compétences qui ne sont pas du régalien, qui ne sont pas d'autorité naturelle et d'urgence absolue pour le pays. Parce que comment voulez-vous que la population garde son calme quand elle voit des affaires comme celle-ci ? Quand on voit qu'il y a une fille qui a eu le courage d'alerter, de porter plainte contre l'individu mis en cause, et que plusieurs mois après, on a un meurtre. Et sans parler en plus qu'il y a eu des signalements professionnels à l'égard de cet individu, qu'il y a eu des viols dans la sphère familiale, qu'il a plusieurs fois touché des enfants. La plainte qui a été déposée contre lui, c'est pas une plainte anodine, hein. Il y a quand même des signalements matériels et physiques, médicaux, de liaison. Est-ce qu'on écoute suffisamment les enfants, les mineurs, j'allais dire, et les femmes aussi, quand ils ont le courage, et vous l'avez rappelé, de porter plainte et de décrire ce qui s'est passé? Je ne sais pas si on les écoute suffisamment, parce qu'on a tendance à relativiser beaucoup de choses. Il y a eu des prises de conscience collectives, notamment par le système MeToo, qui fait qu'aujourd'hui, une partie de notre vocabulaire, de nos intentions, de nos relations au milieu professionnel ont évolué. On ne fait plus, on ne dit plus ce qu'on faisait avant le phénomène MeToo. Mais vis-à-vis de l'enfance et de la jeunesse, il y a besoin d'une prise en charge collective. On a mis en place quelque chose chez nous avec l'association des papillons blancs dans notre commune, qui permet d'avoir des boîtes où les enfants peuvent, dans le secret, dans l'anonymat, déposer des récits, des témoignages. Et ils le font. Et ils le font. Ils sont pris en charge chez Courrier par une association, par des spécialistes, puisque l'Éducation nationale n'a pas voulu que ces boîtes soient dans le périmètre scolaire, donc on l'a mis dans le périmètre limitrophe, notamment sportif. Et donc ce sont des petites choses. Mais il y a besoin d'être à l'écoute des enfants.
Et je voudrais avoir un mot pour Paris. La situation à Paris, je voudrais saluer le combat d'Agnès Evren, qui est sénatrice de Paris. Depuis 2015, il y a des signalements à Paris. Depuis 2015, il y a enfin un signe à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire au Sénat qui va être actée ce mercredi. On parle de centaines de milliers de victimes à Paris. Il y a une omerta. Il y a une omerta, il y a des responsabilités dans la hiérarchie, dans l'organigramme de la municipalité de Paris, à savoir comment on a recruté ces personnes, pourquoi elles sont restées si longtemps. Moi, quand je recrute quelqu'un à la mairie de Beuzeville, je vérifie le casier judiciaire. Qu'a-t-il été fait à Paris? Je ne sais pas. Et au nom de ces milliers de victimes à Paris, ça devrait faire l'ouverture de tous les journaux télévisés, radios. On ne parle pas de Paris. On a parlé de Bétaram parce que c'était l'enseignement catholique pendant des mois. On ne parle pas de Paris. Et je salue Agnès Evren pour le combat qu'elle mène contre vents et marées. Et j'espère vraiment des réponses des autorités, à la fois les administratifs et aussi les élus de la ville de Paris. Thomas Elexhauser, secrétaire général des centristes et maire de Beuzeville dans l'Eure, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On reviendra de nouveau sur cette question, les répercussions de l'affaire Liana. Et puis bien sûr, on parlera de la présidentielle avec, vous entendrez Jean-Luc Mélenchon. Et le bloc central, on en parlera. Et vous, au niveau des centristes. À tout de suite. Il est 14h44. Vous écoutez Clélie Mathias. Merci d'avoir choisi Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Europe 1 vous présente la 10e édition du Festival de Paris. Assistez à des concerts prestigieux dans des lieux emblématiques du patrimoine parisien. Concert d'ouverture ce soir. Retrouvez le clarinettiste Amaury Viduvier et l'ensemble Virtuoso au premier étage de la Tour Eiffel. Un panorama de toute beauté sur la capitale. Le Festival de Paris, info et billetterie, point de vente habituel. Avec Europe 1. Tout savoir sur. Audica accompagne les patients qui ont des problèmes d'audition. Sébastien, vous êtes audioprothésiste chez Audica. Alors, c'est vrai, on connaît tous quelqu'un qui nous fait répéter. Dans ce cas, est-ce qu'il faut faire un dépistage auditif? Oui, et c'est important de le faire chez un spécialiste de l'audition. Chez Audica, on propose un bilan complet et gratuit à but non médical. Il est toujours réalisé avec du matériel de pointe et par des audioprothésistes diplômés et formés. D'accord. Et comment on choisit un bon spécialiste? Qu'est-ce qui est important? L'expertise. Pour moi, c'est l'expertise. Chez Audica, on va utiliser un protocole exclusif. On prend le temps de comprendre les besoins de chacun, de leur expliquer, et on fait jusqu'à 5 tests pour évaluer précisément le niveau de perte auditive. L'objectif, c'est vraiment de redonner le plaisir d'entendre aux patients. Et ils sont unanimes, ils nous le disent, ils apprécient vraiment cette expérience. Merci Sébastien. Donc en résumé, pour faire son bilan auditif, il suffit d'aller chez Audica avec ou sans ordonnance. Plus d'infos sur audica.fr ou directement en centre partout en France. Dispositif médical sur prescription médicale. Hello Monia. Alors voilà, ma petite, grande famille, on cherche un SUV familial jusqu'à 7 places, confortable, d'une marque française et pas cher. SUV Citroën C3 Aircross? Eh oui, en juin, SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 15 990 € seulement, avec 8 ans de garantie WeCare. Portes ouvertes du 12 au 15 juin. Citroën. Offre particulier jusqu'au 30 juin pour un C3 Aircross U, prime reprise de 4 000 € déduite. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun. Leclerc, bonjour. Je vous lis un commentaire sur vos nectarines françaises. Ok. Alors, juteuse, sucrée, le coup de cœur de la saison, 5 étoiles. Merci. Ça vient de qui? De mes papilles. Le meilleur juge. Du 9 au 11 juin, les nectarines jaunes ou blanches françaises sont à 2,95 € le kilo, avec 10% de tickets Leclerc sur les fruits et légumes à activer sur votre appli. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 61-67 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Vous n'êtes pas encore prêt pour le 100% électrique? Découvrez le nouveau Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie sans recharge, à partir de 297 € par mois, sans apport. Portes ouvertes ce week-end. Kia Sportage Hybrid Motion hors option. LLD 49 mois, 40 000 km, sous condition de reprise. Offre aux particuliers jusqu'au 30 juin si accord Kia Finance. Cycle mixte WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans. Conditions sur kia.fr. Pensez à covoiturer. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. 14h47 sur Europe 1, la suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est dans un instant, le temps de vous rappeler que la rédaction d'Europe 1 vous présente son nouveau podcast, chers auditeurs, dans cette série d'entretiens exceptionnels. Des légendes du sport comme Olivier Giroud, Gianni Longo, Fabien Pelouse, Philippe Candeloro, Nelson Montfort, Robert Pires révèlent le secret intime de leurs exploits. La foi, cet athlète de Dieu, le nouveau podcast inédit d'Europe 1 à écouter dès maintenant sur toutes vos plateformes d'écoute, sur le site et l'application Europe 1.
En ce moment, pour les journées portes ouvertes BYD, découvrez BYD Atto 2 Super Hybride, le nouveau SUV urbain suréquipé avec 1000 km d'autonomie et 6 ans de garantie. Offre de lancement dès 26 990 € chez votre concessionnaire BYD. Autonomie cycle combiné pondéré WLTP sur Atto 2 DMI Boost. Pensez à covoiturer. Cet été, le musée d'art moderne de Fontevraud célèbre les 200 ans de la photographie. Avec plus de 70 artistes internationaux, près de 300 œuvres et une explosion de techniques. Chambre noire, toile blanche, la photographie face à la peinture. Une exposition événement à découvrir du 6 juin au 4 octobre. Informations et billetterie sur fontevraud.fr. Avec Europe 1. Nous interrompons nos programmes pour un flash de bonnes nouvelles de l'été avec les Suzuki Summer News. À la une, l'iconique Suzuki Swift Hybrid, garantie jusqu'à 10 ans à partir de 159 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Location durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 3 090 € valable jusqu'au 31 juillet 2026 si accord Kofi Kabai. Détails sur suzuki.fr. Summer News égale actualité de l'été. Pensez à covoiturer. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent. C'est avec vous, Clélie Mathias, et votre invité, Thomas Elexhauser, secrétaire général des centristes et maire dans l'Eure. On revient un instant, bien sûr, sur l'affaire Liana et ses répercussions. Est-ce qu'il faudrait, comme Bruno Retailleau le suggère, un conseil disciplinaire de la magistrature ouvert à des citoyens pour participer au fonctionnement de la magistrature et établir des sanctions quand il y a faute, bien sûr? Oui, je soutiens cette proposition de Bruno Retailleau d'apporter plus de visibilité dans la sanction, puisqu'aujourd'hui elles émanent d'autorités internes, et pour pouvoir faire en sorte que les juges et les personnes qui donnent la loi puissent rendre des comptes quand il y a des faits avérés d'erreurs et de manquements. Un architecte qui fait des erreurs, il a un procès au civil, au pénal. Un chirurgien, un dentiste, un expert comptable doivent tous rendre des comptes. Et pour les juges, ça doit être la même chose. Autre proposition, celle de Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, candidat. Il était l'invité de BFM TV ce matin. Écoutez-le. Regardez comment les Espagnols, en 20 ans, ont réussi à réduire d'un tiers les féminicides en se mobilisant 15 € pour la justice par personne quand c'est 5 € en France. Donc, il y a des solutions. Premier élément donc, prioriser. Deuxième élément qui me paraît essentiel, davantage de spécialisation de la justice. Nous l'avons fait pour le terrorisme. Nous l'avons fait pour le crime organisé. Il y a donc la possibilité d'organiser à travers un parquet spécialisé et d'établir clairement une priorité avec la centralisation sur les grands dossiers qui est nécessaire. Donc vous proposez la création? Je propose que nous ayons un parquet spécialisé sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Qu'en pensez-vous, Thomas Elexhauser? C'est une idée intéressante que ce parquet national lié aux violences faites aux femmes et aux enfants. On a trop de cas, on a trop de scandales, on a trop de centaines de milliers de cas qui ne sont pas élucidés, qui ne sont pas traités. On a besoin de redonner confiance aussi à la justice pour libérer la parole, avec beaucoup parfois des récidivistes, des personnes qui commettent, qui recommettent ces atrocités. Mettons-nous à la place des femmes et des enfants qui subissent cela, la manière dont ils doivent se reconstruire dans la vie, la manière dont ils doivent aussi trouver ce qui est la normalité et ce qui n'est pas normal dans des relations incestueuses, dans des relations familiales, amicales, d'environnement. Et dont beaucoup d'affaires sont parfois pas sues et pas connues par les parents. Il est arrivé aussi de jeunes filles qui se suicident et qui n'ont jamais évoqué à leurs parents, à leur mère, le viol d'un grand-père. Et donc, il faut engager ce parquet national pour que ça devienne une grande cause nationale, comme avait su le faire Jacques Chirac sur le handicap, notamment. Il faut que ça devienne une grande cause nationale. La présidentielle, premier meeting de campagne à Saint-Denis pour Jean-Luc Mélenchon. Il a présenté sa vision d'une nouvelle France en assumant une confrontation politique avec le Rassemblement national. On l'écoute. En France, le suprémacisme est porté par le RN. Il rallie à présent d'amples secteurs patronaux irresponsables et une large partie des élites médiatiques regroupées par l'islamophobie. Qu'avez-vous pensé de son discours et de ce qu'il dit avec cet exemple? Plusieurs choses. Déjà, je voudrais dire que le mot islamophobie a été prononcé un grand nombre de fois dans son discours, alors que le mot antisémitisme pas une seule fois. Ça veut dire quelque chose aussi de cette démarche populiste, communautariste qu'il est en train d'évoluer, de développer. Et ce symbole de Saint-Denis, c'est pas fait au hasard.
Cette proximité avec la basilique où sont enterrés nos rois, c'est aussi pour montrer qu'il y a une histoire de la France du passé et il y a cette nouvelle France qui veulent voir émerger. Et moi, j'en veux pas de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. On est chez nous, il a dit. Enfin, ils ont dit, scandé, chanté. Oui, mais c'est cette volonté de communautarisme, cette volonté de diviser le pays, d'opposer les Français les uns aux autres, de mettre d'un côté les Français des quartiers, parfois issus de l'immigration, parfois pratiquant leur religion, et l'autre France, la France de la ruralité, la France des territoires ruraux, c'est les villages avec leurs églises contre les cités. C'est vraiment cette volonté. Et j'ai vu aussi un côté un peu royaliste dans cette démarche de Mélenchon, à savoir la volonté d'être le nouveau roi totalitaire, le nouveau roi impérieux. La France insoumise, c'est pas un parti politique, c'est pas un mouvement, c'est un groupuscule. C'est une petite machine dans laquelle il n'y a ni adhérents, ni démocratie interne. Pour moi, ça s'appelle un groupuscule. Et il monte dans les sondages. Il a eu une main tendue, évidemment, vers la gauche, vers ses alliés, en appelant à ce que la gauche en entier le rejoigne. Il a eu vaguement un mot sur le macronisme, disant que c'était la régression. Il a enjambé totalement les Républicains pour se concentrer ses attaques contre le Rassemblement national. Il instaure ce duel entre le RN d'un côté et LFI de l'autre. Il enjambe totalement le bloc central. Ça veut dire quoi? Que comme vous n'arrivez pas à vous mettre en ordre de marche, vous ne comptez même pas? Et il rêve d'une opposition avec le RN, parce que ça serait une opposition choc, une opération brutale. Ces mouvements-là, ils espèrent le pouvoir aussi par la guerre civile, par l'affrontement. Ce sont des révolutionnaires. La Ligue communiste révolutionnaire, LO, tout ça sont des mouvements révolutionnaires. Et donc, cette volonté de voir aussi cette absence de candidats social-démocrates, de gauche modérée, du bloc central, de la droite et du centre, c'est une volonté de pouvoir écraser la gauche et d'être le seul candidat potentiel de la gauche. Et aujourd'hui, la gauche lui rend bien, puisque pléthore de candidats, bon, je vous dirais qu'à droite c'est pareil, mais pléthore de candidats, Cazeneuve, François Hollande, Glucksmann. Si on parle de la droite et du centre, alors on en est où? Alors Gabriel Attal s'est dit favorable à l'ouverture d'un calendrier des primaires. Bravo, tant mieux. Ça fait des mois qu'on l'attend et des mois qu'on plaide avec David Lisnard pour une primaire, pour avoir un moment de débat et de confrontation des idées. Il y a eu samedi un débat entre Édouard Philippe et David Lisnard, qui peut être facilement disponible sur YouTube. Mais il faut ces confrontations. Et pour moi, ce qui fait... C'est pas trop tard, là ? Non, mais regarde, je ne crois pas que ce soit trop tard. On a besoin de rassembler toutes les personnes qui se reconnaissent dans l'économie de marché. Et aujourd'hui, le Front National, pour moi, ne se reconnaît pas totalement dans l'économie de marché. Et une partie de la gauche non plus. On a besoin de passer par une primaire. On a besoin d'une primaire parce qu'on a besoin de confronter les idées. Et que le corpus, la personnalité, l'histoire, les valeurs de Gabriel Attal n'ont rien à voir avec celles de Bruno Retailleau. Mais ils ont des points communs. Des rivalités dans ce bloc, on va dire, de la droite et du centre. Alors que de l'autre côté, LFI et le RN se mettent en ordre de bataille. Oui, mais regardez la primaire de la droite en 2016-2017, elle avait amené un mouvement populaire immense avec 4,5 millions d'électeurs. Et ce mouvement, on l'a oublié parce que les affaires de François Fillon, des chemises, ont tout effacé. Mais ce mouvement populaire, il peut arriver. Il en a besoin. Merci beaucoup Thomas Alexhauser, secrétaire général des centristes, maire de Beuzeville. C'est dans l'heure.